Je n'attendais pas la paix, mais pendant quelques heures ce matin-là, j'ai eu l'impression de l'avoir peut-être trouvée. Il ne restait plus de carton à porter, plus de colocataires qui claquaient les placards, juste moi, une tasse en céramique que je possédais depuis l'université, et le ronronnement silencieux d'un réfrigérateur qui n'était pas partagé. La maison n'était pas grande. 3 chambres, 2 salles de bain, une cour modeste avec assez d'espace pour des herbes et des tomates, peut-être même un citronnier si je pouvais le garder en vie. Mais elle était à moi, achetée avec l'argent que j'avais économisé pendant 13 ans, dollar après dollar, quart de travail après quart de travail. Pas de prêt, pas de caution, pas de raccourci. Et puis mon téléphone a vibré. Papa, 8h03. Il faut qu'on parle de la maison. Appelle-moi dès que tu peux. Au début, j'ai pensé que Peter Keller, mon père, voulait peut-être venir la voir. Il n'avait pas dit grand-chose quand je lui avais dit que j'avais conclu la transaction. Ma mère, Nancy, non plus, juste un vague, c'est bien, Aubrey. Et puis le sujet est passé à la difficulté qu'avait encore ma sœur à trouver un appartement en centre-ville. J'ai posé ma tasse et je l'ai appelé. Son visage est apparu à l'écran, ridé et illisible. Pas de sourire, même pas de salutation. Nous en avons discuté, a-t-il dit. Et nous pensons qu'il serait plus juste que Cassie ait la maison. J'ai cligné des yeux. Quoi? Comment une famille peut-elle justifier le fait de poursuivre sa propre fille en justice pour avoir acheté une maison avec son propre argent? Tu es sur le point de le découvrir. Elle est noyée sous les dettes étudiantes, a continué mon père, d'une voix ferme maintenant. Tu te débrouilles bien, Aubrey. Tu pourrais facilement acheter un autre endroit. C'est arrivé lentement, pas comme un coup, plutôt comme une pression sourde sur la poitrine qui ne disparaît pas. Nous t'avons élevé, a-t-il ajouté. Il est temps que tu redonnes à la famille. Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai juste écouté mon père respirer à l'autre bout du fil, cette inspiration rythmique régulière comme s'il se préparait à ce que je me dispute, mais je ne l'ai pas fait, pas encore. Cassie était toujours celle qui avait besoin d'être secourue. Les frais de scolarité en retard, ils les ont couverts. Elle pleurait pendant les examens finaux. Elle s'est envolée pour Paris pour une clarté artistique. Quand elle a écrasé la première voiture qu'ils lui avaient achetée à 16 ans, ils lui en ont donné une autre. Moi? J'ai pris le bus jusqu'à mes 23 ans. Tu es dans la technologie, a-t-il poursuivi. La cybersécurité, n'est-ce pas? Tu gagnes bien ta vie. Et Cassie est dans une situation vraiment délicate en ce moment. Une situation délicate, ai-je demandé. Elle essaie de construire quelque chose, et elle ne peut pas le faire sans fondation. Cette maison pourrait l'être pour elle. Avant que je puisse parler, le visage de ma mère s'est joint à l'appel. Nancy Keller, toujours en robe de chambre, toujours avec ce ton doux qui rendait toujours les pires choses polies. Aubrey, a-t-elle dit doucement. Nous t'avons donné tout ce que nous pouvions. Maintenant, nous te demandons simplement de faire de même pour ta sœur. Vous ne m'avez pas donné cette maison, ai-je dit. Non, a-t-elle admis. Mais nous t'avons élevé. Nous t'avons soutenu. Tu ne serais pas là où tu es sans nous. Les mots étaient doux, répétés. Il n'y avait ni chaleur, ni cruauté, mais j'avais toujours l'impression que quelqu'un me vidait la poitrine avec une cuillère. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais demandé de l'aide quand j'étais plus jeune, l'argent pour les livres, le loyer, l'aide pour une caution, toujours accueilli par la même réponse. Nous donnons la priorité à l'éducation de Cassie en ce moment. J'ai fini par arrêter de demander, j'ai appris à me débrouiller avec les pourboires et les nouilles instantanées. J'avais 34 ans. J'avais signé l'acte de vente, payé la compte, installé les services publics, déplacé les meubles à la main, et voilà qu'ils étaient là, souriant doucement pendant qu'ils sculptaient la seule chose que j'avais construite toute seule. Tu es égoïste, a dit ma mère. C'est ça qui a fait mal. Pas la demande, pas même la supposition, mais le mot égoïste, comme si choisir de garder ce pourquoi j'avais travaillé était une sorte de trahison. Puis mon père s'est penché, le visage se durcissant. Tu as une obligation morale envers cette famille. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas expliqué. J'ai juste raccroché. Une semaine plus tard, un coursier a frappé à ma porte, document juridique. Mes parents, Peter et Nancy Keller, me poursuivaient en justice. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, je ne me suis pas senti choqué, pas vraiment. C'était plutôt une confirmation, comme si la chose que j'avais toujours secrètement crainte s'était enfin écrite. Demandeur, Peter et Nancy Keller.
Défendeur, Aubrey Keller. Demande, défaut de remboursement de l'allègement de la dette familiale. Demandé, transfert de la propriété immobilière à Cassie Keller. Prise en charge des paiements hypothécaires restants, compensation financière pour préjudice moral. Il y avait même un chiffre joint, 289 300 $. Apparemment, c'est ce qu'a coûté mon éducation. Je me suis assise sur le sol de mon salon et j'ai laissé le silence s'installer autour de moi. Les murs étaient encore nus. Je n'avais même pas encore accroché une seule photo. La maison ne me semblait plus être à moi. Elle ressemblait à une preuve. Ils ont dit que je leur devais parce que je n'aurais pas réussi sans leur investissement initial, comme si ma vie était un portefeuille qu'ils avaient le droit de gérer, comme si l'amour avait toujours été assorti d'une facture, juste différée. Mais ce n'est pas ainsi que je m'en souviens. J'ai commencé à travailler à 16 ans. Mon premier emploi était la livraison de pizza. Puis j'ai emballé des produits d'épicerie, nettoyé des cinémas, passé un été à trier le courrier perdu à la poste. J'ai fait tout ce qui payait juste assez pour survivre. À 18 ans, j'étais seul. Je ne suis pas allé au bal de promo. J'économisais pour une Honda 1998 avec 320 000 km et un rétroviseur manquant. Je vivais dans des studios qui sentaient l'eau de Javel et le désespoir. Je suis allé au collège communautaire, puis j'ai suivi des cours du soir en programmation. Plus tard, un camp d'entraînement, puis une certification, puis une autre. Ce n'était pas de la magie, c'était du travail acharné. Pendant ce temps, Cassie était en Italie à la recherche d'elle-même. Il l'appelait sensible, artistique, pleine de potentiel. Elle a étudié l'histoire de l'art dans une université privée, a passé des vacances de printemps à Lisbonne et des étés à Vienne. Mes parents ont tout payé, les frais de scolarité, le loyer, les vacances, même les vêtements qu'elle portait pour ses séances photos. Je ne suis pas devenue jalouse, je suis devenue plus silencieuse. Je me souviens encore avoir envoyé un courriel à ma mère en première année pour lui demander si elle pouvait m'aider à acheter un manuel de 120 $ dont j'avais besoin pour les structures de données. Sa réponse est arrivée le soir même. Nous concentrons notre soutien financier sur Cassie en ce moment. J'espère que tu comprends. J'ai compris et j'ai cessé de demander. Mais même avec tout ça, je ne m'attendais pas à ça, pas à un procès, pas à l'accusation que je leur devais ma maison parce que j'avais enfin construit quelque chose qu'ils n'avaient pas touché, parce que c'est de ça qu'il s'agissait vraiment, n'est-ce pas? Le contrôle. Je ne leur appartenais plus, et ça les terrifiait. Le lendemain de la signification, mon téléphone a vibré. Ma société de prêt hypothécaire. Ils avaient reçu une copie de la poursuite et voulaient confirmer, a-t-il un demandeur secondaire sur l'acte de vente? Non, ai-je dit, juste moi. Le silence à l'autre bout du fil m'a tout dit. Même des étrangers pensaient que c'était insensé. La première audience a été fixée 2 mois après que j'ai reçu les documents, 2 mois pour recueillir des preuves, pour construire une affaire qui n'aurait pas dû être construite, 2 mois à numériser des relevés bancaires à minuit, à imprimer des talons de paie, à organiser des courriels que j'avais essayé d'oublier. Chaque document ressemblait à une preuve de quelque chose que j'avais toujours su, mais jamais dit à voix haute, ils ne me voyaient pas. Ils voyaient une fonction, un portefeuille qui souriait. Puis ma tante Denise a appelé, la sœur de ma mère. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années. Elle était contrariée de ne pas l'avoir invitée à ma remise de diplôme du collège communautaire, a dit que c'était irrespectueux, a dit que j'avais laissé le succès me monter à la tête. Je ne lui ai pas dit que je n'avais invité personne. Je n'y suis même pas allé. C'était un diplôme d'associé. Je travaillais un quart de travail double ce jour-là. J'aide tes parents avec les frais juridiques, a-t-elle dit. Quelqu'un doit apprendre l'humilité. Alors, c'est de là que venait l'argent. Pendant ce temps, Cassie a publié une story sur Instagram. C'était une photo d'une cuisine ensoleillée, des carreaux de métro blancs, des accessoires en laiton, de petits pots d'herbes alignés soigneusement sur le rebord de la fenêtre. La légende disait, j'ai hâte de faire de cet endroit un foyer. Si reconnaissante envers ma famille de se battre pour ce qui est juste. L'image n'était pas de ma cuisine. Ce n'était même pas une vraie annonce. J'ai fait une recherche inversée sur Pinterest, mais les commentaires ont afflué quand même. Tu le mérites, ma belle. Une vraie reine obtient son château. Si fier de toi de défendre tes droits. Je n'ai pas répondu. Que dire? Elle savait que j'avais acheté la maison toute seule. Elle connaissait la compte, 77 000 $, provenait entièrement de mes économies.
Elle savait que j'avais dormi 4 heures par nuit pendant des années pour que cela soit possible. Mais Cassie ne voyait pas ma maison comme la sienne. Elle la voyait comme la sienne. Puis la conversation de groupe familial a commencé à s'effondrer. C'est ma cousine Rachel qui l'a dit en premier. Vous avez payé l'éducation de $200 000 de Cassie pendant que je travaillais des quarts de nuit pour me payer le collège communautaire. Maintenant, vous voulez aussi la maison d'Aubrey? Une autre cousine a renchéri. Tu te souviens quand j'ai demandé $200 pour acheter des manuels et que tu as dit que l'argent était serré, mais tu as acheté un MacBook à Cassie la même semaine? La conversation a explosé. Des personnes silencieuses qui étaient restées neutres pendant des années se sont soudainement souvenues de ce qui leur avait été pris. Même le grand-père Raymond, le père de mon père, a pris la parole. Vous êtes tous les deux une honte, a-t-il écrit. Elle a réussi malgré vous, pas grâce à vous. J'ai lu son message 2 fois. Cette phrase a frappé plus fort que tout ce que le tribunal pouvait statuer parce que c'était la première fois que quelqu'un dans cette famille le disait à voix haute. Je suis arrivé tôt le jour de l'audience. Pas d'avocat, juste un tailleur marine que j'avais porté pour des entrevues et un dossier rempli de tous les documents que j'avais passé des semaines à préparer, relevés bancaires, talons de paie, l'accord hypothécaire, les documents de clôture, même le courriel où j'avais viré la compte. Quand mes parents sont entrés, je les ai presque pas reconnus. Ils n'étaient pas seuls. Cassie était avec eux, agrippée au bras de ma mère comme si on la menait au combat. Et puis derrière eux, tante Denise, les cheveux bouclés, les yeux perçants. Ils portaient tous le même t-shirt blanc, des lettres noires en gras sur la poitrine, la famille avant tout. Je n'ai pas réagi, je me suis juste tourné vers l'avant et j'ai attendu. L'huissier a appelé le numéro de dossier. Nous nous sommes levés. La salle d'audience était silencieuse, fluorescente, froide. Il n'y avait pas beaucoup de monde à l'intérieur, juste le juge, le greffier, le sténographe judiciaire et une poignée d'étrangers assis comme des fantômes sur les bancs derrière nous. Quand le juge a demandé si les demandeurs souhaitaient présenter leur requête, leur avocat, un homme qui avait l'air trop fatigué pour croire en ce qu'il faisait, s'est levé et a lu une déclaration préparée. Les Keller soutiennent que leur fille Aubrey ne serait pas dans sa situation financière actuelle sans leur investissement émotionnel, physique et financier au cours de son éducation. En reconnaissance de cela et à la lumière des difficultés financières actuelles de Cassie Keller, ils estiment que la solution juste et morale est qu'Aubrey transfère la maison qu'elle a récemment achetée à Cassie tout en continuant à assurer le service de l'hypothèque pendant une période de transition de 2 ans. Le juge m'a regardé. Avez-vous une réponse, mademoiselle Keller? Je me suis levé lentement. Ma voix n'a pas tremblé. Votre honneur, je suis le seul titulaire d'une hypothèque sur cette propriété. J'ai payé chaque dollar moi-même. Il n'y a pas de cosignataire, pas de nom secondaire sur l'acte de vente. Il n'y a pas de prêt de mes parents, pas de compte commun, pas d'accord écrit, pas d'obligation légale. J'ai remis au juge une copie reliée de mes dossiers. Il y a eu un silence, un long silence. Et puis le cirque a commencé. Cassie s'est avancée, les larmes déjà aux yeux, et a essayé de me serrer dans ses bras. Je te pardonne, a-t-elle chuchoté assez fort pour que tout le monde l'entende. Je te pardonne d'avoir poussé ça si loin. J'ai reculé. Elle a un peu trébuché. Ma mère a halté comme si je l'avais frappée. De l'arrière, tante Denise a marmonné, juste assez fort, petite chose honteuse. Le juge a frappé du marteau. De l'ordre, s'il vous plaît. Leur avocat a recommencé, cette fois en sortant des albums photos de mon enfance, des vacances dont je me souvenais à peine. Il a brandi un imprimé d'un reçu Happy Meal de $12,99 de 2003, preuve de leur investissement. Ils ont soumis une capture d'écran d'un texto que j'avais envoyé une fois, je vous aime tous, étiqueté preuve de connexion émotionnelle. Cassie a présenté une proposition pour une retraite d'artiste. Elle voulait transformer la maison en un espace de guérison pour les créatifs comme elle. Le juge a demandé, avez-vous tiré des revenus de ce travail? Cassie a hésité, puis a souri. Je suis une créatrice numérique. Je construis ma marque. Ces choses prennent du temps. Et quel est votre revenu actuel, a insisté le juge. Cassie a regardé ma mère. Ma mère a répondu pour elle. Elle est dans une phase de transition. Puis vint le moment que je n'avais pas vu venir. Le juge s'est tourné vers moi. Mademoiselle Keller, a-t-elle dit, y a-t-il autre chose que vous aimeriez soumettre? J'ai acquiescé. J'ai remis un petit dossier. À l'intérieur,
il y avait des courriels de mes années de collège, moi demandant de l'aide pour les frais de scolarité, pour les livres, pour l'épicerie. La réponse était toujours la même, nous concentrons notre soutien sur Cassie en ce moment. Le juge a lu en silence et quand elle a levé les yeux, elle n'a pas dit un mot. Elle s'est juste appuyée sur sa chaise, les yeux balayant la pièce comme si elle comprenait enfin ce qu'il en était vraiment. 5 jours plus tard, le juge a rendu sa décision, affaire rejetée, sans fondement juridique, tout simplement. Pas de drame, pas de théâtre, juste une ligne silencieuse sur un document officiel qui leur disait ce que je savais depuis le début, vous ne pouvez pas poursuivre votre enfant en justice pour s'être enfui. Mais le silence n'a pas duré. Le lendemain du rejet, je suis rentré du travail et j'ai vérifié les images de mes caméras de sécurité, quelque chose que j'avais installé après la première convocation au tribunal, plus par instinct que par peur. La voilà, Cassie, debout près de ma voiture dans l'allée, regardant autour d'elle comme si elle attendait quelqu'un. Elle n'a rien fait, elle est juste restée là, nerveuse, immobile, puis elle est partie. 10 minutes plus tard, tante Denise est apparue. Elle se déplaçait plus lentement, plus délibérément. Elle portait une bombe de peinture, mais quand ma lumière à détecteur de mouvement s'est allumée, elle s'est arrêtée, a levé les yeux, puis s'est retournée et est partie. J'ai déposé un rapport de police ce soir-là. Le lendemain matin, Cassie a lancé un GoFundMe, aidez-moi à reconstruire mon avenir après que ma sœur ait volé ma maison. Elle a utilisé la même photo de cuisine Pinterest qu'avant, a affirmé que j'avais manipulé le système juridique et abandonné les valeurs familiales. Ma mère a commencé à publier dans des groupes Facebook locaux, me traitant d'ingrate, m'accusant de déchirer la famille. Puis est venu le texto, en raison des événements récents, Aubrey ne sera pas la bienvenue à Thanksgiving tant qu'elle n'aura pas corrigé les choses. Je n'ai pas répondu. J'ai commandé des plats chinois à emporter et j'ai regardé un documentaire sur les naufrages. Le GoFundMe a été fermé 3 jours plus tard pour violation des directives de la plateforme. Une semaine après cela, tante Denise a reçu un avertissement formel de son lieu de travail. Apparemment, elle avait utilisé son courriel d'entreprise pour m'envoyer des messages menaçants. Les RH n'ont pas bien pris les campagnes de harcèlement menées pendant les heures de travail. La conversation de groupe familial, autrefois silencieuse, est devenue un champ de bataille. Des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années ont commencé à partager leurs propres histoires, comment ils avaient été négligés, comment les ressources avaient toujours coulé dans une seule direction, comment on leur avait dit d'être reconnaissants pour les miettes pendant que les autres se régalaient. Une cousine l'a dit clairement, vous n'avez pas élevé Aubrey. Vous avez survécu à son succès. Mon père a essayé de l'arrêter, a exigé la loyauté, a exigé le silence. Mais le sort était rompu. Les gens ne restent pas silencieux une fois qu'ils réalisent qu'ils ne sont pas seuls. Grand-père Raymond m'a envoyé un message séparé ce soir-là. Juste une ligne, tu as fait ce qu'il fallait. J'aurais aimé dire ça plus tôt. Cela fait 6 mois que la décision du tribunal a été rendue. Je n'ai pas parlé à mes parents depuis. Ils envoient encore des textos parfois. Ma mère envoie des messages comme « Nous avons des difficultés financières. Quand reviendras-tu à la maison ?» Mon père a envoyé un courriel, court, froid, « Quand nous pardonneras-tu » La famille doit rester unie. Je n'ai pas répondu. Je ne les ai pas bloqués non plus. J'ai juste laissé les mots arriver et ne mener nulle part. Cassie travaille maintenant à temps partiel dans un Starbucks local. Elle publie des stories Instagram se plaignant des clients impolis et de la dynamique familiale toxique. La retraite d'artiste ne s'est jamais matérialisée. La maison est toujours silencieuse, mais maintenant elle semble différente, sûre. Il y a un croisé berger allemand qui dort à mes pieds pendant que j'écris ceci. Elle s'appelle Luna, et je l'ai adoptée du refuge il y a 2 mois. Elle a une oreille tombante et une cicatrice près de sa patte, comme si elle avait aussi vécu quelque chose. Nous nous entendons très bien. Grand-père Raymond a commencé à venir les dimanches. Il s'avère qu'il essayait depuis des années, a dit que mes parents avaient toujours une raison de l'éloigner. Trop occupé, trop fatigué, pas le bon moment. Je n'ai pas demandé pourquoi. Il n'a pas expliqué. Maintenant, il se présente chaque semaine avec un sac en papier plein de provisions et un nouvel outil pour mon garage. Nous mangeons de la nourriture simple. Nous parlons de la météo, de la réparation des charnières, de choses qui ne nécessitent pas de performance. La semaine dernière, il a apporté une photo que je n'avais jamais vue, moi à ma remise de diplôme du collège communautaire. Je ne l'avais invité ni lui ni personne, mais il était là, loin à l'arrière, les mains dans les poches, regardant derrière la clôture.
Je ne t'ai jamais manqué, a-t-il dit. Je n'étais juste pas autorisé à m'approcher. Puis il m'a regardé dans les yeux et a ajouté, je suis fier de toi, Aubrey. Tu ne les as pas laissés prendre ce qui ne leur appartenait pas. Je n'ai pas pleuré, j'ai juste hoché la tête, je lui ai servi plus de café et je me suis assise avec lui pendant que le soleil se couchait sur le jardin. Je garde l'acte de vente dans un tiroir près de la fenêtre. Ce n'est pas juste une maison. C'est la preuve que je suis sorti, que je suis resté dehors et que je ne suis pas revenu pour qu'ils m'aiment. Je suis revenu pour qu'ils arrêtent de mentir. Si cette histoire vous a touché, que vous ayez eu affaire à une dynamique familiale toxique ou que vous vous soyez battu pour protéger ce que vous avez construit, partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et abonnez-vous pour plus d'histoires de personnes qui ont refusé de laisser les autres réécrire leur vie. Vous n'êtes pas seul dans cette situation.